Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole sur Info TV. Notre invité ce soir est l'une des figures les plus frappantes, les plus marquantes et les plus présentes de la scène politique nationale ces 10 à 12 dernières années au Cameroun, déjà candidat à la dernière élection présidentielle en 2018. Il est, selon des sources, également candidat déclaré à la prochaine élection, celle de 2025 au mois d'octobre prochain. Beaucoup d'analystes le considèrent comme le politicien d'une autre manière. Il fait la politique autrement, par son attitude, par ses actions, par ses réactions, moins engagé dans les clashs, mais toujours présent dans la proposition. Est-ce que ces propositions rencontrent l'adhésion des Camerounais? Il nous dira au cours de ce programme. Son nom a une grosse note d'espoir. Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, l'Opus, est notre invité ce soir. Serge Espoir Matomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Zé et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. On est très ravis de vous avoir ce soir. Cela fait quand même quelques temps, on ne vous a pas beaucoup vu sur les chaînes de télévision. D'aucuns pensaient que vous aviez pris une retraite anticipée après la dernière élection présidentielle. C'était quoi? Un recul stratégique? Non, on ne dirait pas un recul. Vous savez, Jean-Jacques, nous avons un planning de travail au sein de notre mouvement politique. J'ai été présent lorsqu'il a fallu répondre à certaines invitations médiatiques, mais je réponds beaucoup plus aux invitations de terrain. Et bien évidemment, j'ai des camarades qui répondent aux invitations médiatiques. Vous savez, nous refusons de participer à tous les débats. Pour la simple raison que nous estimons que certains débats font office, n'est-ce pas, de distraction nationale. Et il faut aller à l'essentiel. Comme nous ne sommes pas ceux qui choisissons les thématiques qui doivent être abordées dans les débats, vous comprenez que nous pouvons quelquefois ne pas répondre par l'affirmative à une invitation qui nous est donnée lorsqu'on a un thème dont nous estimons qui est purement de la distraction. Et vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui que d'aucuns ou alors plusieurs Camerounais parlent beaucoup trop de ces débats qui, à la fin, n'apportent pas grand-chose au rayonnement et au changement du Camerounais ou alors à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et aujourd'hui, les débats sont devenus beaucoup plus des clashs que des propositions ou des critiques objectives pour le bon fonctionnement du pays. Donc vous comprenez que nous répondions à l'invitation beaucoup plus des camarades et sympathisants sur le terrain, ceux-là pour qui nous nous battons au quotidien ne devraient pas vous poser un problème et ne devraient pas vous faire croire que nous disparaissons, n'est-ce pas, de la scène médiatique. Pour preuve, c'est un choix stratégique. Vous nous avez conviés, vous m'avez convié et je suis là. D'accord. Lorsqu'on parle du terrain, il s'agit de quoi? On ne vous voit pas faire des meetings, on ne vous voit pas faire forcément des réunions publiques. Votre terrain consiste en quoi? Alors, nous faisons des rencontres citoyennes. Et nous allons à la rencontre des Camerounais, où qu'ils soient, sur le territoire national comme à l'étranger, pour discuter avec eux. Vous savez, Jean-Jacques, la politique telle qu'elle nous a été présentée depuis plusieurs années, on a toujours pensé que nous avons la science, nous maîtrisons la science infuse. Nous avons la science infuse, nous allons dire aux gens ce que nous comptons faire ou ce que nous allons faire d'eux et faire du pays. Aujourd'hui, nous avons essayé d'inverser cela, en allant plutôt écouter les gens. Ce que nous faisons, nous allons à la rencontre des Camerounais, nous leur posons la question. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, du développement social et économique du Cameroun? Et nous écoutons les réponses. Vous serez surpris d'entendre que les Camerounais ont les solutions aux problèmes qu'ils affrontent chaque jour. Ils savent exactement ce qu'il faut. Parce que voyez-vous, Jean-Jacques, ce qui se passe généralement, c'est que lorsque nous restons à Yaoundé ou à Douala, nous prenons du papier, nous couchons sur du papier, nous écrivons ce que nous appelons généralement des projets de société, des programmes de gouvernance, et nous allons donc rencontrer les Camerounais à Guidigis, dans le Ngoketunja, à Yengi ou à Andiki, un peu partout, et nous leur disons, voici ce que nous allons faire de
Guidigis ou encore de Mora, voici ce que nous comptons faire de Lommier et nous souhaitons votre adhésion. Nous ne leur posons pas la question. Comment est-ce qu'ils pensent le développement de cette localité? Parce que eux, ils y vivent, ils savent exactement ce qu'il faut et ce qu'il leur faut. Donc aujourd'hui, nous nous sommes donc prêtés à ces jeux, nous sommes allés vers eux pour beaucoup plus recueillir au lieu de venir leur dire. Et je peux vous dire que ce qui arrive, ce qui sera présenté aux Camerounais dans quelques jours, ne sera que le résultat de la pensée des Camerounais autour du développement social et économique du pays. C'est dans ce cadre-là qu'on vous a repéré, par exemple, au lancement de cette opération à Maroua, dans l'extrême nord. Après Maroua, on vous a un peu perdu de vue. Est-ce qu'elle a été finalement de couverture nationale, cette opération? Bien sûr, bien évidemment, elle n'est juste pas achevée. Après Maroua, nous nous sommes rendus dans le nord, à Garoua. Après Garoua, nous nous sommes rendus dans la Damawa. Après la Damawa, nous étions à l'est. La tournée n'est pas achevée. Nous allons poursuivre à l'ouest, dans le sud, dans le centre, et puis dans le littoral où nous allons clôturer avant, bien évidemment, la tenue de notre congrès qui se tiendra en avril, le 12 avril plus précisément. Alors, cette opération était presque collée à l'appel aux inscriptions sur les listes électorales, ce qui n'est pas une nouveauté au Cameroun, sauf que vous faites cet appel, d'autres en font également, mais le chiffre des inscrits au Cameroun ne décolle pas beaucoup, on tourne toujours autour de 7 millions. Qu'est-ce qui coince? Est-ce que vous, en écoutant les populations sur le terrain, elles vous ont dit, ces populations-là, pourquoi ça n'avance pas en termes de chiffres des inscrits sur les listes électorales? Ce qu'il faut noter déjà, Jean-Jacques, c'est que le travail que nous faisons en sourdine et même en public a créé un lever de bouclier au Cameroun. Et aujourd'hui, presque tout le monde court vers les centres d'inscription pour s'inscrire. Alors, on va attendre la fin d'ici juin, parce que probablement, dès que le corps électoral ou le collège électoral sera convoqué, les inscriptions vont s'arrêter. On a quand même un nombre considérable de Camerounais qui s'inscrivent. Maintenant, vous avez Elecam qui vous dit, voilà, les gens s'inscrivent, de temps en temps, ils font une sorte de toilettage. On voudrait bien comprendre, hein. Ils font une sorte de toilettage. Mais il faut noter que il y a aujourd'hui beaucoup plus d'engouement et on retrouve beaucoup plus de Camerounais en train d'aller vers, n'est-ce pas, ces centres d'inscription et sont en train de remplir ce devoir. Mais je peux vous garantir une chose, les Camerounais sont beaucoup plus conscients aujourd'hui qu'hier. Les Camerounais ont beaucoup plus la volonté de voir le pays changer, s'améliorer pour le bien, n'est-ce pas, pour leur bien et pour le bien, n'est-ce pas, du pays. Vous êtes dans le cadre de inscription tous azimuts. Allez vous inscrire, c'est la clé du succès. Parallèlement, il y a d'autres formations politiques qui semblent tenir un autre discours qui tend même à décourager ceux qui veulent aller s'inscrire parce qu'on leur dit que ça ne sert à rien. Ceux qui sont en face ont déjà gagné. Écoutez, c'est évidemment un discours qui est d'abord encouragé par le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir essaye de faire comprendre à la population qu'elle n'a pas besoin vraiment de se mouvoir pour s'inscrire. Déjà que je trouve que ces inscriptions, pour moi, si vous voulez, un avis personnel, sont tellement absurdes, Jean-Jacques. Parce que si aujourd'hui, on voudrait faire voter les Camerounais, si on voudrait que les Camerounais participent, n'est-ce pas, au vote, il y a des choses simples. La loi électorale autorise les Camerounais à partir de 20 ans, en attendant que nous puissions la descendre à 18 ans, de 20 ans à voter. Mais c'est simple, on a un fichier d'identification. Tous les Camerounais à partir de 20 ans. On les reverse? On les reverse tout simplement et on leur donne les cartes d'électeurs. Maintenant, on peut amener, le vote peut être contraignant. Vous n'êtes pas obligé de voter forcément quelqu'un, mais vous êtes obligé, n'est-ce pas, de voter. Il y a des mécanismes. Jean-Jacques, lorsque, on va peut-être revenir dessus, l'État est aujourd'hui asphyxié. Les caisses sont vides. L'État se comporte aujourd'hui comme un véritable braqueur. Lorsqu'ils ont décidé que les Camerounais doivent désormais déclarer, n'est-ce pas, de façon personnelle, les revenus personnels, il y a des mesures qui ont été prises. Et tous les Camerounais sont obligés de le faire. Mais vous direz que c'est pas démocratique. Écoutez, que c'est pas démocratique. Est-ce que là aussi c'est démocratique? C'est un libre choix. Mais justement, l'inscription ne devrait pas être un libre choix. Le vote est un libre choix. Chaque Camerounais doit être libre de voter qui il veut ou voter bulletin blanc. Mais c'est un devoir citoyen qui doit être obligatoire pour tout un chacun. Vous êtes dans une république. Est-ce qu'il faut vous ne pouvez pas, écoutez Jean-Jacques, vous ne pouvez pas attendre d'un pays pour lequel vous n'êtes pas prêt à donner. C'est insensé.
Et c'est incohérent. Donc, si vous êtes Camerounais, je le dis encore, vous n'êtes pas obligé de choisir quelqu'un, mais vous êtes obligé de remplir ce devoir de citoyen. Alors, on n'a pas besoin de gaspiller autant d'argent pour prier les gens de remplir un devoir. Un devoir. Et je le dis encore, tous ceux qui tiennent le discours défaitiste selon lequel, même si vous vous inscrivez, le parti au pouvoir sait comment il... Non. S'il y a un parti au Cameroun qui a peur des urnes, c'est le parti au pouvoir. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, pendant les élections, le jour des élections, vous allez toujours vous rendre compte que dans presque chaque bureau de vote, il y a quelqu'un, un homme ou une femme, appartenant au parti au pouvoir, qui est quelque part dans un coin avec un sac d'argent et qui dit aux gens que si vous ramenez les bulletins, on vous donne ceci. Les bulletins des autres partis, on vous donne ceci. Pourquoi ils le font? S'ils n'ont pas peur des urnes, pourquoi ils le font, Jean-Jacques? Est-ce que vous avez déjà dénoncé un cas précis? Ben, il y a de ces cas, nous les voyons tous les jours. Oui. Nous-mêmes, nous avons participé aux élections et nous avons dénoncé ces cas. Et plusieurs se sont retrouvés en train d'être pourchassés près des bureaux de vote. C'est pour dire qu'en fait, ce discours vise juste à démotiver les gens pour que les gens ne s'inscrivent pas. Mais je le dis encore. Alors, vous dites qu'il vient du parti au pouvoir qui aurait peur des élections. Bien évidemment. Mais entre-temps, vous avez des partis politiques d'opposition qui tiennent également le même discours. Eux, leur problème, c'est quoi? Jean-Jacques Zé, certains partis de l'opposition ne sont pas de l'opposition. Il faut bien accompagner le parti au pouvoir et faire semblant de vivre dans une véritable démocratie. C'est ce qui se passe malheureusement. Et puis, il ne faut pas partir, faut pas perdre de vue certaines choses importantes, Jean-Jacques Zé. Vous savez, nous sommes entrés dans la démocratie sans connaître la démocratie. C'est un système de gouvernance qui nous a été plus ou moins imposé. Déjà, peut-être il faudrait que je revienne sur un aspect important. Le Cameroun en lui-même, à ce jour, nous ne pouvons pas dire que c'est un pays, c'est un État indépendant. Nous ne pouvons pas le dire. Si vous prenez la loi fondamentale, qui est la Constitution, vous allez vous rendre compte que ceux qui l'ont rédigé, déjà peut-être il faudrait que je revienne à la genèse. On va arriver à ce sujet-là, Serge Espoir Matomba. Mais je voudrais qu'on évacue la question des inscriptions. Mais je voudrais pour chuter, dire aux Camerounais qui nous écoutent ce soir, n'ayez pas peur de vous inscrire. N'ayez pas peur de vous inscrire. Inscrivez-vous parce que vous avez la décision du destin du pays. Le discours défaitiste qui voudrait que vous pensiez que tout est joué d'avance est faux, est archi faux. Ceux qui l'alimentent, c'est ceux qui ont peur des urnes. Pour preuve, lorsque vous terminez le vote, tout est compté sur un tableau. Vous avez des représentants, là encore c'est un autre débat qu'on pourrait ouvrir, dans les bureaux de vote qui contrôlent cela. Et ces chiffres remontent au niveau départemental, d'abord de l'arrondissement, puis au niveau départemental, puis au niveau national. À ce niveau-là, nous sommes en train de prendre des mesures, je reviendrai peut-être dessus, ça c'est le monde pour sécuriser, n'est-ce pas, les voix de tous les Camerounais. Mais je voudrais vous dire et dire aux Camerounais, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Ils ont peur des urnes et c'est par les urnes que nous allons les déloger. D'accord, quand vous parlez comme ça, c'est selon certains partis, notamment le MRC, le monde parfait que vous êtes en train de définir, mais que les problèmes de fond ne sont pas ceux des inscriptions, mais ceux du code électoral qu'il faudrait peut-être revoir, ceux de la publication du fichier électoral national qui fait grand débat aujourd'hui, qui a déjà mené le MRC par exemple à saisir le Conseil constitutionnel, qui s'est déclaré incompétent, que même si vous appelez les gens à inscrire, en l'état actuel des choses, la fraude est déjà établie selon ces partis politiques. Jean-Jacques Zé, je suis un peu content d'être avec vous sur ce plateau parce que c'est au moins depuis 2012. Absolument. Si vous avez souvenance, que nous avons, n'est-ce pas, demandé et écrit pour que nous puissions avoir une révision du code électoral. Depuis 2011. Depuis 2011. En 2012, on a eu une révision partielle du code électoral. Et plus tard, nous avons continué à demander la révision, n'est-ce pas, du code électoral. Au sorti de l'élection présidentielle, je vais vous surprendre, de 2018, je saisis tous les candidats qui étaient à l'élection. J'invite chacun, je leur dis, écoutez, nous avons le moyen de pression présentement. Le pouvoir est dos au mur. Mettons un accent tous ensemble
pour demander la révision du code électoral. Vous savez les réponses que j'ai eues? Non, dites-nous. Certains m'ont dit, oh, président, vraiment, nous sommes occupés à autre chose. Vraiment, nous, ce n'est pas dans notre agenda. Nous, ce n'est pas ceci. Aucun n'était prêt. Ça, c'est une réalité. Mais nous avons continué. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale. Je pense que vous avez souvenance de cela. Nous avons écrit au président de la République. Nous avons saisi le Conseil électoral. Bon, plus tard, nous avons commencé à faire des réunions en vue de la modification, n'est-ce pas, de ce code électoral. Et puis, on nous a dit, après plus d'une dizaine, n'est-ce pas, de séances de travail, que les documents seraient montés, n'est-ce pas, à la présidence et attendent encore de ce côté-là. Mais il faut dire quelque chose, Jean-Jacques Zé. Le pouvoir ne modifiera jamais le code électoral en faveur de l'opposition. Ça ne se fera pas. Et c'est la question de modifier en faveur de tel ou en faveur de tel autre. Il doit être consensuel. Il doit être consensuel, mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont développé des méthodes de conservation de pouvoir et le code électoral n'est qu'un élément. Mais alors, est-ce que avec ce code électoral, on ne peut pas gagner ce parti au pouvoir? Si on peut le faire. Je pourrais vous citer quelques exemples. Allez-y. Vous pensez que les élus de l'opposition sont devenus élus comment? C'est en gagnant dans les urnes. Ce n'est pas la magie qu'ils ont fait. On pourrait prendre quelques arrondissements, quelques départements, on pourrait citer quelques députés, quelques maires et bien d'autres. Quelques conseillers municipaux. Comment ils ont fait pour devenir des élus? C'est avec le même code électoral. Donc on peut gagner et on va gagner, n'est-ce pas, ce pouvoir avec ce code électoral. Et puis maintenant, bien évidemment, le rendre, comme nous l'avons le désiré, beaucoup plus consensuel. Parce qu'en réalité, et puis il faut le dire, ça n'existe presque pas un code électoral aussi parfait. Mais alors nous ne supportons pas celui que nous avons. Mais que faire? Est-ce que nous allons nous désister parce que ce code électoral est taillé sur mesure? Quand on sait que même avec ce code électoral, on peut avoir des résultats? Il y a des résultats. Même avec le timing actuel, on est à environ 7 mois de la convocation du corps électoral. Ce qui s'arc-boute sur cette volonté ou cet appel à la modification, c'est juste pour décourager les électeurs. Voilà. Est-ce qu'en termes de timing, ça peut prospérer? Est-ce que ce n'est pas... Écoutez, c'est tout simplement pour décourager les électeurs. Il faut dire aujourd'hui aux Camerounais et aux électeurs, allez vous inscrire. Je pourrais citer des exemples ici, des villes qui ont été conquises par les partis de l'opposition avec pour adversaire le RDPC. Des élus qui sont devenus des élus avec pour adversaire le RDPC, avec le même code électoral. Donc, on n'a pas... Le problème, c'est qu'il y a combien d'électeurs qui se déplacent pour voter? Le RDPC a ses électeurs. On a eu au moins 3 millions du nombre de Camerounais qui ne sont pas allés voter à la dernière élection. C'est pratiquement 6,5 millions d'électeurs qu'on comptait à l'élection, à la dernière élection. On a eu plus de 3 millions qui ne se sont pas déplacés pour voter. Donc, vous comprenez où se trouve le problème? Si les 3 millions s'étaient déplacés pour voter, on n'aurait pas les résultats qu'on a eus. Donc, il faut le dire, avec 2 millions, il faut le dire, avec ce code électoral, on gagne à plate couture le RDPC. Alors, la priorité serait quoi maintenant? L'inscription. On est à 7 mois. L'inscription sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et l'organisation autour, n'est-ce pas, de la protection des voix. Donc, les combats aujourd'hui, code électoral, par-ci, par-là, sont de la diversion. Écoutez, je pense qu'il faut se concentrer sur les inscriptions pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et développer des moyens pour protéger les voix. Le reste code électoral aujourd'hui, ils ne le changeront pas en 2-3 mois. Ils ne le feront pas. Pourquoi nous attarder là-dessus? Nous l'aurons fait depuis. Les pressions, nous les avons commencées. Est-ce qu'elles ont prospéré? Pas pour autant. Ben, on va vous dire, je me souviens encore quand le président de l'Assemblée me disait, mais monsieur le président, on peut changer une virgule par un point, et puis bon, après, c'est pas grave, mais on aura au moins fait ça. Sauf que ce n'est jamais arrivé. C'est amical, hein, cette façon de parler. Non, je ne dis pas que ce n'est pas amical. Je ne dis pas que ce n'est pas amical. Vous savez, je suis un bantou, comme j'aime le dire. Et chez nous, on respecte les aînés. D'accord. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas pour passer en dérision, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée. Non, 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 non. Chez nous, on respecte les aînés. Parce que le dossier sur ceux qui gèrent, qui sont suffisamment âgés, est à l'ordre du jour. À l'approche de cette élection présidentielle, beaucoup
de candidats, entre guillemets, l'opposition, axent leur campagne sur Biya doit partir parce qu'il est âgé. C'est votre position aussi? Écoutez, Biya doit partir. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas pour l'âge qu'il doit partir. Il a été jeune, il a été au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose. Vous le pensez? Il n'a pas fait grand-chose. S'il est régulièrement réélu, c'est qu'il a quand même fait quelque chose qui semble satisfaire. Jean-Jacques, là, vous m'amenez dans un débat que nous allons nous allons l'ouvrir et le mener. Vous savez, je l'ai toujours pensé et je le pense profondément que M. Biya n'a qu'été, ou alors le président Biya n'a qu'été, n'est-ce pas, un exécutant. Qu'est-ce qu'il exécute? Les ordres de qui? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun n'a véritablement pas été indépendant. Souvenez-vous, nous avons les pères de la libération du Cameroun. Ceux-là qui se battaient pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50. Lorsqu'on a décrété l'indépendance du Cameroun, ce ne sont pas ceux qui se battaient pour le Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, qui ont hérité du Cameroun. Donc ce ne sont pas ceux-là qui sont venus avec les idées d'indépendance, des idées de la construction du Cameroun par les Camerounais qui ont hérité du Cameroun. On a eu un premier président qui était le président Amadou Ahidjo, qui a trouvé plus ou moins une feuille de route. Il fallait la suivre. Après, on a eu un second président, qui est le président Paul Biya, qui a trouvé une feuille de route. Il fallait la suivre. Pour argumenter sur ce que je suis en train de vous dire, on revient donc sur la loi fondamentale, la Constitution. Remarquez une chose, Jean-Jacques, c'est que notre Constitution et celle de plusieurs pays francophones sont pratiquement les mêmes. Ça veut dire que cette Constitution n'a pas été écrite par les Camerounais, même si on a fait signer cela par les Camerounais. Mieux, les structures telles que pensées, les institutions telles que pensées et mises en place au Cameroun n'ont qu'aidé à servir, je ne dirais pas l'oppresseur, mais le colon. Donc, ceux qui se sont battus pour les indépendances, dont on a eu peur de donner ou alors de confier le Cameroun, et on a confié à ceux-là qui étaient plus ou moins je ne dirais pas des bénis oui, mais qui étaient des agents. Et ils exécutaient. Qui étaient des agents d'exécution. Pas. Écoutez, qui étaient des agents d'exécution, ce sont eux qui ont hérité le pays. Donc, ils ont continué à manager, à gérer le pays tel qu'il a été pensé par le colon. Mais vous êtes surpris aujourd'hui de savoir que vous avez un chômage florissant. Vous allez me dire que le Cameroun n'est pas seul le monde. Mais je vais vous dire, vos structures, la structure économique du pays s'appuie sur quoi? Vous avez une structure économique qui est plus ou moins dépendante. Et puis on va vous sortir des gros mots de temps en temps, on vous invente des concepts, import, substitution, mais attendez. Jean-Jacques Zé, j'ai eu froid aux yeux ce matin quand j'ai vu des mères, des pères, des jeunes alignés à des kilomètres pour chercher à acheter le riz à 15 000. D'accord. C'est un spectacle, écoutez-moi, permettez-moi. C'est un spectacle désolant. Dans un pays qui a plus d'1,8 million hectares de terres cultivables. Comment vous expliquez ça? Que nous nous sommes rendus au niveau où notre économie est particulièrement dépendante. Dans votre loi fondamentale, on vous dit, écoutez, quand vous votez les budgets et tout, il faut savoir que 60% du budget est affecté au fonctionnement. Vous allez investir avec quoi, Jean-Jacques Zé? Ben, vous allez continuer à vous endetter et on va vous dire non, vous savez, le taux d'endettement du Cameroun est encore bien, donc on peut continuer à courir sur les marchés financiers. Ben, vous voilà aujourd'hui en train, les marchés financiers ne vous font même plus confiance au point où vous vous endettez à 10%. Mais c'est quand même des faits, on n'a pas encore franchi le seuil critique. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez le seuil critique? On reste dans l'économie. Qu'est-ce que vous appelez l'économie? Qu'est-ce que vous appelez comment vous l'avez appelé? C'est juste pour parler des chiffres économiques, des réalités économiques. Oui, Jean-Jacques Zé. Le Cameroun souffre d'un problème fondamental. Peut-être on est en train d'aller, on risque d'aller dans tous les sens. J'ai parlé de cette véritable indépendance. Si le Cameroun avait été pensé par les Camerounais, il y a des choses minimales qu'on aurait fait. On aurait pensé que au bout de 20 ans, de 30 ans, on aura 30 millions de Camerounais.
50 millions de Camerounais. Comment on nourrit ces Camerounais? Comment on les entretient? Comment est-ce que ces Camerounais peuvent vivre dans les meilleures conditions? Ça, c'est d'un. Et là, on devait se dire, voilà, puisque nous avons 1,8 million hectares de terrain cultivable, si c'est pas l'agriculture, voilà ce que nous devons faire pour ne plus nous retrouver dans, n'est-ce pas, le scénario d'importation tout azimut, Oui. qui nous oblige de prendre, n'est-ce pas, des caisses de l'État pour, n'est-ce pas, importer à des milliards. Et pourtant, nous avons des terres qui nous permettent de nourrir les populations. Alors, vous dites... Secondo, on devait penser que dans notre système éducatif, et rappelez-vous toujours, Jean Jarzé, en 2018, j'insistais sur le fait de la refondation du système éducatif. On devait penser que dans notre système éducatif, on devait former des Camerounais pas pour forcément la fonction publique, mais pour qu'ils deviennent des entrepreneurs dans une société qui se construit dans différents domaines. Vous avez le fer au Cameroun, mais vous importez le fer. Ok, d'accord, ceux qui sont, il y a déjà 1 ou 2 industries de transformation de fer qui n'appartiennent pas aux Camerounais, qui appartiennent aux étrangers. Et pourtant, vous avez la possibilité d'avoir des ingénieurs qui sortent de nos écoles, qui pouvaient se lancer dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a pensé? Mais nous n'avons, puisque le Cameroun n'a pas été pensé par nous, il a été pensé pour que nous devenions des serviteurs et des servants. Je veux qu'on reste sur cette idée, Serge Matomba. Vous dites, le président Biya doit partir, pas à cause de l'âge, pas parce que il a échoué, et s'il a échoué, ce n'est pas de son fait, c'est parce que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que nos États n'ont pas été pensés par nous. Attention, Oui, je ne dédouane pas le président Paul Biya, mais j'ai dit, il est temps qu'il parte. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir définitivement un pays indépendant qui est pensé pour les Camerounais et par les Camerounais. Vous savez, c'est encore plus triste de constater, et permettez-moi Jean-Jacques, que dans plusieurs ministères, là, vous avez ce qu'on appelle des conseillers techniques étrangers qui vous disent quoi faire. À quoi vous servent, je ne dirais pas vos diplômés, ceux que vous qualifiez d'intellectuels, ils vous servent à quoi? Au juste. On en a dans quel ministère on en a? Dans quel ministère? Écoutez, un conseiller technique. Allez-y, je ne vous fais pas... je ne donne pas des paroles gratuites dans pratiquement tous les ministères. Dans pratiquement tous les ministères, Jean Jarzé. Mais c'est tellement grave que vous ne vous rendez pas compte de l'emprisonnement dans lequel on est. Et quand on a les mots comme la corruption, certains estiment que c'est la corruption qu'il faut combattre. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment? C'est un système qui a été mis en place, qui a corrompu les mentalités des Camerounais et qui a montré aux Camerounais que celui qui est important, c'est celui qui a 10 voitures, qui a 10 maisons, qui a ceci. Et puis, le problème n'est pas l'origine des fonds, n'est-ce pas, qui rend cette personne importante. Ça n'inquiète personne. Vous allez vous rendre compte que la plupart sont d'ailleurs des fonctionnaires, pour la petite histoire, et non des hommes dans le privé. Donc, ça n'inquiète personne, sauf que le système a été pensé pour entretenir ce type de mots. D'accord. Vous allez jusqu'au niveau où, Jean-Jacques Zé, pour des simples validations dans votre système d'éducation, il faudrait que l'UNESCO se prononce. Votre simple pharmacopée, votre simple médecine traditionnelle, vous l'avez bafouée au profit de la médecine moderne qui vous ramène plus ou moins de nombreuses maladies. Parce que là encore, vous vous êtes rendu dépendant de ce que vous avez appelé OMS. Vous croyez que vous êtes obligé d'être dans toutes ces institutions? Pensez-vous vraiment que nous soyons obligés? Alors, vous voulez faire changer ça? Vous pensez que là, un pays... pas que du Cameroun. Écoutez, je parle... Pour l'instant, je parle du Cameroun et de l'Afrique. Mais je parle... parler des relations qui se sont tissées entre les pays africains et ceux de l'autre côté. En fait, je vous montre l'emprisonnement dans lequel le Cameroun s'est retrouvé parce qu'il n'est pas indépendant. Si le Cameroun était un pays indépendant, il prendrait des décisions pour le bien des Camerounais. Est-ce que ça passe, ce discours indépendant? Ben, il faut bien qu'il passe, Jean-Jacques Zé. De souveraineté que vous semblez défendre Jean-Jacques fortement ces derniers temps. Nous faisons... Il y a quelque chose de très amusant. J'ai rigolé quand j'ai vu qu'on débattait sur le statut des enseignants.
Vous ne trouvez pas cela absurde dans un pays normal qu'on commence à débattre sur le statut des enseignants, qu'on débatte sur est-ce qu'on doit leur payer, est-ce qu'on ne doit pas, est-ce qu'ils se mettent à ils se retrouvent dans des revendications qui ne devraient pas exister quand on sait que ce sont eux-là qui fabriquent les hommes, qui dirigent, qui soignent. Mais ce ne sont pas des sujets définitivement clos. Hein? Écoutez, Jean-Jacques Zé, on ne fait pas de débat sur le statut des enseignants ou des médecins dans un pays. On ne fait pas de débat là-dessus. C'est des questions qu'on traite de façon prioritaire parce qu'on sait où est-ce qu'on va avec le pays. Mais ils ne sont jamais définitivement bouclés. Écoutez, Jean-Jacques Zé. On cherche toujours à améliorer. Mais vous cherchez comment? Vous voyez, j'évite d'entrer dans des sujets qui vont nous balader juste pour... Non, il faut que les Camerounais retiennent quelque chose. J'évite d'entrer dans ce type de sujets qui, ma foi, sont des sujets, je ne dirais pas de distraction. Oui. Parce qu'en réalité, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on est face à un État qui est en panne de solution ou qui n'a plus de solution. D'accord. Et la solution que vous venez avec, c'est tout changer, refonder. Il faut radicalement changer, changer le système, Jean-Jacques Zé. Venez avec le meilleur projet de société que vous avez introduit dans ce système, il ne marchera pas. Ce n'est pas le remplacement des hommes qui est le plus important. C'est ce que vous apportez comme projet idéologique. Et là, nous devons aller vers une véritable souveraineté. Alors, votre projet idéologique, c'est donc cette souveraineté, ce que d'aucuns appellent le souverainisme. Est-ce que c'est un discours qui passe lorsque, j'allais dire, l'actualité appelle à des réponses concrètes à des problèmes concrets? Venez avec une grosse charge idéologique qui amène à ce qu'on bouscule pratiquement les traditions dans nos États. Écoutez, ce que nous disons, c'est la solution au problème. À long terme. Depuis toujours, ce qu'on a fait, c'est de voir un trou, essayer de le boucher, au lieu non seulement de comprendre la cause de l'existence du trou et arranger complètement la route. Ce que nous disons, c'est la solution. Ce n'est pas un discours qu'on essaie de faire passer. Nous disons aux Camerounais, si aujourd'hui vous êtes dans le chômage, c'est parce que c'est pensé. Il a été pensé et conçu que vous seriez dans le chômage. Parce que le système, en fait, a été construit pour que vous soyez dans le chômage. Et ceux qui sont là ne feront pas grand-chose. Parce que même quand vous dites que vous voulez mécaniser votre agriculture, vous le mécanisez en faisant quoi? En important les machines, Jean-Jacques Zé. Où sont les jeunes ingénieurs que vous avez formés qui sont capables de fabriquer les machines? Où sont ces jeunes-là? Ben aujourd'hui, par contre, ce qui se fait, c'est que voilà, on peut hisser très haut des jeunes qui ont décidé de prendre la route, traverser la mer, qui ont marché dans le désert et qui ont remporté quelques victoires personnelles. Ce sont eux qu'on hisse aujourd'hui en modèle. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas, ces jeunes ne sont pas des modèles. Mais je dis, il faut faire très attention aux références. Parce que si tous les jeunes commencent à penser qu'il faut traverser forcément le désert et lorsque je vais réussir, mon pays va me reconnaître, quel type de Camerounais vous êtes en train de créer? Alors, pour résumer tout cela, Serge Espoir Motomba, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous allez face aux électeurs, vous venez leur dire quoi? Si je suis élu, je viens avec l'indépendance totale, je viens avec la refondation, je viens avec la souveraineté totale. Comment est-ce que vous encadrez cela pour que le message passe? Pour une première précision, Jean-Jacques Zé, je suis candidat à la candidature. Oui. Le congrès du parti qui se tiendra le 12 avril désignera le candidat, n'est-ce pas, du PURS. Mais je peux vous garantir que je suis candidat. J'ai déjà déposé auprès, n'est-ce pas, des institutions du parti. J'ai déposé ma candidature, donc le congrès confirmera ou infirmera, n'est-ce pas? Si jamais le congrès confirme, vous venez avec... Alors, ce que je veux dire aux Camerounais, oui, c'est que nous avons besoin d'avoir, pour une première fois, un État indépendant que nous n'avons pas. Les problèmes des Camerounais ne se trouvent pas dans la poche, mais dans la tête. Lorsque nous aurons résolu ce problème, tous les problèmes des Camerounais trouveront des solutions. Comment est-ce que vous définissez cette indépendance? Comment est-ce que vous la définissez? Vis-à-vis de qui? Et vous utilisez quels moyens? Jean-Jacques, c'est simple. Vis-à-vis, n'est-ce pas, premièrement, des pays, si vous voulez, ou alors je vais appeler du colon et des néocolons. Parce que les néocolons... Le détachement est possible.
total, le détachement total est-il possible? Écoutez, c'est une volonté politique. Oui. Sauf si vous estimez que vous n'êtes pas un pays. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on a des modèles qui se sont essayés, qui ont réussi? Bien évidemment, on a plusieurs modèles de pays indépendants. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux que vous copiez, comment ils ont fait pour devenir indépendants? Si on prend le cas de la France. Si on prend le cas de la France, si vous voulez parler de modèle. La France qui vous impose aujourd'hui, qui sont dans les mêmes réalités que le Cameroun. Écoutez, il y a des États africains aujourd'hui qui peuvent être cités en exemple. Je ne vais pas revenir peut-être sur le cas du Mali qui est très récent, ou du Burkina, ou encore du Niger. Mais si on va un peu plus loin, vous allez au Botswana. Vous allez même au Rwanda, pour prendre le cas du Rwanda. Vous me direz peut-être que non, le Rwanda n'a pas la superficie du Cameroun, ou encore... Non. Quand un État décide, n'est-ce pas, de se prendre en charge et à penser à ses citoyens, il agit comme il faut. D'accord. Et comme je le disais, nous devons aller vers ce que j'ai toujours appelé et ce que je tiens de beaucoup trop cher, cette révolution culturelle, Jean-Jacques Zé. Donc l'un des piliers de cette indépendance, c'est une révolution culturelle. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, votre identité, vous êtes qui, Jean-Jacques? Vous savez qui vous êtes, vous, en tant que Camerounais? Vous pouvez vous définir comment? Camerounais qui est francophone, anglophone, Camerounais comment? Vous voyez que même à cause d'un legs colonial, on se retrouve dans une bataille inutile. Pourtant, si nous avions suivi le chemin de ceux qui se battaient pour les indépendances en 57, vous savez qu'à 57, les Oumniobé et autres avaient même pensé adopter le Foufoudé comme langue nationale. Aujourd'hui, vous pleurez tribalisme par-ci. Quand on a nommé un ministre dans son ministère, on ne trouve que les gens de sa région. Comment en sommes-nous arrivés là, Jean-Jacques? Le schéma, c'est quoi? Si vous êtes donc comment en sommes-nous arrivés nous là? Oui. C'est parce qu'en réalité, nous avons refusé de penser le Cameroun de nous-mêmes. Nous avons accepté qu'il soit pensé par d'autres, sans nous rendre compte que le fait qu'il soit pensé par d'autres et que nous soyons là, servait les intérêts des autres. Donc il faut définir une identité camerounaise et qui est très importante. Il faut adopter une langue nationale camerounaise. Qui ne soit pas le français ou l'anglais. Écoutez, c'est des langues d'aliénation. Une langue est par essence, n'est-ce pas, un instrument de contrôle. Ça va être une équation difficile. Hein? Pourquoi? Avec les 250 langues au moins qu'on a au Cameroun, y aurait-il pas frustration, y aurait-il pas complication? Savez-vous comment le français a été choisi en France? Pensez-vous que c'était la meilleure langue, la première langue française? Non. C'était la plus petite langue parlée en France. Vous voyez, ils vous ont tellement encadré dans leurs écoles que vous pensez comme eux. C'est là notre problème. C'est qu'aujourd'hui, on réfléchit comme ils ont voulu. Nous sommes le produit de ce qu'ils ont voulu que nous soyons. C'est pour cette raison que même si notre... C'est la complexité du Cameroun qui amène peut-être à ce qu'on s'interroge sur le comment faire pour avoir une langue non, c'est pas le comment. On n'a jamais posé ce sujet sur la table véritablement. Si on l'avait posé et qu'on avait voulu, qu'il y avait une vision politique derrière, on aurait une langue nationale. D'accord. Vous choisir ou créer. Qui est un de ces premiers choisir ou créer. D'accord. Donc, et ça, c'est des éléments basiques. D'accord. Pour le développement d'un pays. Maintenant, quand on parle du développement d'une nation, Jean-Jacques Zé, c'est, comme j'aime toujours le dire, c'est la définition par essence du profil du Camerounais qu'on veut avoir. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme Camerounais? Lorsqu'on l'a défini, comme nous le disons toujours dans notre projet, lorsqu'on l'a défini, alors on adapte le système éducatif ou alors on met sur pied un système éducatif qui accompagne donc ce Camerounais à devenir ce produit-là. Parce qu'on va beau vous dire que... On est toujours dans l'indépendance totale, dans le souverainisme. Bien évidemment. D'accord. Puisqu'il est pensé de nous, pour nous. On reste dedans. On ne sort pas de là. On ne sort pas de là. J'ai donné quelques pistes ici, Jean-Jacques. Oui. En parlant déjà sur le plan de l'agriculture, quand je vous donne des exemples, c'est parce que nous avons déjà pensé comment nous allons faire pour que le Cameroun devienne un pays
autosuffisant non seulement alimentaire, mais puisse utiliser, n'est-ce pas, ces terres-là, ou alors son agriculture comme levier important dans l'économie. Nous avons des voisins qui viennent se ravitailler chez nous. Comment est-ce que nous pouvons en fournir plus? Comment est-ce que nous allons soutenir, n'est-ce pas, la monnaie que nous aurons demain? Vous avez aujourd'hui la bauxite au Cameroun, qui s'étend, n'est-ce pas, sur une très longue zone, partant, n'est-ce pas, de l'Est Cameroun jusqu'à l'Ouest du Cameroun. Jean-Jacques, comment est-ce que vous avez pensé le développement du pays sans tenir compte de tout ce que vous avez dans le pays? Et le système éducatif est là pour nous donner les éléments qui doivent travailler, parce que ce que nous pensons, c'est qu'au Cameroun, nous ne devons plus nous prêter au jeu d'importation de tous les produits. Non seulement nous avons des produits, nous allons produire, mais nous allons les transformer localement pour le bien, n'est-ce pas, des Camerounais. D'abord pour le bien des Camerounais, avant de penser à une éventuelle, n'est-ce pas, exportation, ci et là, et peut-être pour faire entrer les devises chez nous, ou encore soutenir notre monnaie. Donc il y a beaucoup trop d'éléments, Jean-Jacques, que je pourrais citer ici, qui sont confinés, n'est-ce pas, dans notre projet. Est-ce que votre projet n'est pas un projet de repli, de retour à une sorte d'un État qui voudrait vivre son autarcie, dans un village planétaire où les relations inter-États, inter-blocs sont fondamentales? Non du tout. Notre projet est d'abord un projet camerounais et africain, mais nous ne disons pas que nous serons coupés du monde. Nous ne le disons pas, puisque nous allons continuer, sauf que c'est nous qui définirons les règles. Vous voulez marcher avec nous, vous marchez selon nos règles. Ce sera comme ça, Jean-Jacques Zé, parce que ça, il ne peut pas en être autrement. Vous avez les moyens de tenir un État africain aujourd'hui qui se lève et dit, vous voulez marcher avec nous, vous marchez selon nos règles. Écoutez, il peut tenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pensez-vous que nous sommes obligés, lorsqu'ils sont venus avec la Covid, si vous vous souvenez, nous faisons partie de ceux qui avons dénoncé la Covid en disant que c'est une mafia mondiale. Et je me souviens encore qu'après une sortie, le ministre de la Santé m'a appelé pour une rencontre avec certains leaders politiques pour essayer de nous démontrer que non, il fallait. Et nous étions en train de lui dire, monsieur le ministre, nous pensons que les Camerounais ne doivent pas non seulement suivre ce chemin, mais en plus être vaccinés par ces vaccins qui, ma foi, sont sortis subitement comme ça sur le marché. Mais en troisième position, il fallait prioriser, n'est-ce pas, la pharmacopée ou alors les médicaments africains, les médicaments de nos différents chercheurs. Mais aujourd'hui, est-ce que nous n'avions pas raison? Ben, on vous disait non, l'OMS a dit, l'OMS a... Attention, il y a un exemple très patent que je ne voudrais pas citer. Vous savez que le premier jour de Donald Trump à la Maison Blanche, après son retour, il a décidé de sortir les États-Unis de l'OMS. Il a les moyens de le faire. Il a les moyens. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que nous en a? L'OMS, c'est qui, Jean-Jacques? Vous voyez, tellement ils vous ont, je sais pas, ils vous ont, comment le dire, ils vous ont tellement habitué à penser comme eux. Et vous croyez que vous ne pouvez pas être indépendant. Vous vous retrouvez dans une position de quémandeur. Vous vous retrouvez dans une position de demandeur, de personnes qui ne peuvent pas vivre sans eux. Mais c'est pas possible. On vous a demandé justement les piliers de cette indépendance. Vous avez cité l'identité culturelle, vous avez cité la formation, l'éducation. Je vous ai pas entendu parler de monnaie, par exemple. J'ai parlé de la monnaie, peut-être il fallait que je vous le dise. Allez-y. Nous sortirons du CFA. Vous écoutez là-dessus. Il faut que ce soit très clair pour vous, pour moi, parce que non seulement c'est une monnaie qui ne permet pas à notre économie d'être une économie forte, mais c'est une monnaie d'asservissement. C'est une monnaie qui sert les intérêts de notre pays. Donc ce n'est pas un débat. Lorsque je parle de souveraineté, la monnaie est juste un levier. Nous sortirons de cette monnaie. Et tenez-vous tranquille, nous avons déjà travaillé avec nos équipes et
nous vous proposerons, n'est-ce pas Alors, vos équipes, c'est qui? On vous a vu ces derniers temps très proches de Kémy Séba, de Nathalie Yam et surtout de Charles Blé Goudé lors de son séjour au Cameroun. C'est à peine que vous ne faisiez pas le protocole. Très proche de Charles Blé Goudé. C'est lui qui est le porteur de ce souverainisme. Je parle des clichés. Quand même. Là, vous faites un peu trop dans les clichés. Là, hein. Écoutez, il faut noter que pour commencer par Charles Blé Goudé, il était un hôte. Je suis celui qui l'a convié au Cameroun. Et je vais peut-être vous faire rire. Avant que Charles Blé Goudé n'arrive au Cameroun, à quelques minutes même de son arrivée, on a failli interdire qu'il entre au Cameroun. Il a fallu que je me porte encore garant une fois, en disant que Charles Blé Goudé ne vient pas pour créer un problème ivoirien camerounais ou un problème camerounais. Charles Blé Goudé vient au Cameroun pour remercier les Camerounais parce que les Camerounais l'ont soutenu, les Camerounais ont soutenu le président Gbagbo quand ils étaient à la prison à La Haye. Donc il vient pour dire merci. Et il a fallu qu'on me demande, Monsieur Matomba, est-ce que vous êtes garant qu'il ne posera pas un problème? J'ai dit, je suis garant. Et d'ailleurs, je serai partout où il sera. Parce que c'est mon hôte. Alors, qu'est-ce que vous partagez je poursuis. Oui. Kémy Séba, c'est un panafricaniste reconnu. Il a des luttes que nous partageons. Il est venu au Cameroun, bien évidemment, sous mon invitation, une fois de plus. N'oubliez pas, Jean-Jacques Zé, qu'au-delà de l'homme politique que je suis aussi un entrepreneur économique. Donc, l'arrivée de Kémy Séba était beaucoup plus pour d'autres raisons que des raisons politiques. Avec un impact politique. Écoutez, concluez comme vous le voulez. Concluez comme vous le voulez. Il représente beaucoup, en tout cas. Concluez comme vous le voulez, mais il faut le dire, il n'est pas venu au Cameroun pour faire un désordre. Et j'ai l'habitude de dire... Il n'y a pas eu de désordre. Et j'ai l'habitude de dire aux autorités, ne croyez pas que c'est un étranger qui viendra. Nous sommes déjà mécontents de ce qui se passe. Donc c'est nous qui allons régler nos problèmes entre nous. Et nous n'allons pas inviter les étrangers, n'est-ce pas, de venir nous aider à régler nos problèmes. Donc nous sommes plus ou moins sur une même ligne. Écoutez, le combat pour la souveraineté africaine, la souveraineté de nos différents pays, ben, il est de bon ton que nous puissions échanger, discuter de temps en temps. Que nous puissions discuter de temps en temps sur les questions, n'est-ce pas, de souveraineté. C'est ce qui vous rapproche. C'est ce qui nous rapproche. C'est l'espoir Matomba, Charles Blé Goudé, candidat à la prochaine élection en Côte d'Ivoire, forcément. En attendant que probablement, le Ouattara... ou probablement, dans tous les cas, il y pense, il est prêt. C'est ce qui vous unit, cette politique indépendantiste-là. Bien évidemment, nous avons, sur le plan idéologique, nous avons plusieurs choses qui nous rassemblent. Et si ces choses nous rassemblent, pourquoi ne pas collaborer? Ce que nous voulons, ce n'est pas qu'un Cameroun libre, un Cameroun indépendant, mais c'est toute l'Afrique indépendante et Afrique libre. Vous savez, il y a des combats, quand vous les menez, vous vous dites, est-ce qu'un jour nous arriverons? Est-ce que nous allons jouir des fruits de ces combats? Mais vous vous rendez compte, au fur et à mesure que vous avancez, qu'effectivement, les fruits tombent au fur et à mesure. N'oubliez pas, Jean-Jacques Zé, que lorsque les Manibènes, Félix Moumié, Ernest Wandji, Ruben Oumniobé et bien d'autres menaient ces combats, c'était pour les Camerounais, ce n'était pas pour eux. Mais on a cru qu'en les tuant, on tuait, n'est-ce pas, le combat. Et c'est pour cette raison qu'on a pris des gens qui n'ont pas mené le combat de l'indépendance pour confier le Cameroun. Les conséquences sont là. Jean-Jacques, lorsque les Camerounais pleurent, on veut résoudre les problèmes comme si c'était des problèmes aussi légers. Les problèmes sont tellement profonds. Et il faudrait qu'on entre en profondeur pour les résoudre. Il faut donc détacher ce pays. Il faut que ce pays devienne un véritable pays indépendant. C'est pour ça que je vais vous dire, Jean-Jacques, je ne serai pas le troisième président d'une troisième république.
Je ne serai pas le deuxième président d'une troisième république ou d'une deuxième république, mais je serai le premier président d'un premier État indépendant. Alors, lorsque vous venez en 2025 et que le Camerounais attend de vous que vous veniez lui dire que les problèmes d'eau, moi je les règle en 1 an, les problèmes de route, je les règle en 2 ans ou 3 ans, les problèmes d'électricité, je les règle, ainsi de suite. Vous venez vous présenter devant le Camerounais qui a ces problèmes, dont le ventre crie famine. Vous lui dites que non, il faut qu'on aille à une indépendance totale, qu'on aille dans une profondeur qu'il semble ne pas lire. Est-ce que vous ne vous éloignez pas j'allais dire, de ces propositions qui peuvent capter directement le Camerounais aujourd'hui qui a beaucoup d'attentes? Jean-Jacques Zé, le barrage de Natigal, qui, n'est-ce pas, a été mis en service, à qui il appartient ce barrage? Est-ce que ça intéresse aux Camerounais? Non, ça doit intéresser les Camerounais. Qui veulent l'électricité? Mais écoutez, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent pourquoi ils n'ont pas d'électricité. Parce que le barrage n'appartient pas au Cameroun, c'est ça? À qui il appartient ce barrage? Eneo. Eneo appartient à qui? Jean-Jacques, si vous voulez vous éloigner des sujets... Donc vous leur dites, nous on va tout nationaliser. Si vous voulez vous éloigner, écoutez, il y a des instruments de souveraineté qu'on ne partage pas. On ne partage pas. Voilà, c'est ce que je recherche. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Oui. Vous commencez à réfléchir sur les Camerounais n'ont pas d'eau. C'est le minimum. Nous devons être en mesure de donner de l'eau aux Camerounais. C'est le minimum. De l'électricité, les Camerounais n'ont pas besoin. Il y a des pays qui fêtent 50 ans sans interruption d'énergie. Nous sommes encore là en train de rafistonner, de courir après. Parce qu'on a confié notre énergie à qui? Mais vous pensez que ceux à qui on a confié l'énergie, ils ont quel intérêt à ce que nous soyons, que les industries se développent au Cameroun? Et donc, mais puisque si vous avez de l'énergie permanente et constante, qui répondent au potentiel énergétique que vous avez, c'est vrai que vous aurez des industries. Il y aura du business, il y aura des affaires. Mais ça intéresse qui? C'est pour cette raison que lorsque nos décideurs font des mauvais choix, nous leur disons ce sont des mauvais choix que vous faites. D'accord. Tant que vous bradez le pays, parce que vous dites qu'on n'a pas les moyens de construire un barrage dont le Cameroun aura seulement 15%. Mais c'est une blague ou c'est quoi? Vous n'avez pas les moyens. Mais lorsqu'il faut aller donner 560 millions, même si ce n'est pas ça qui construit un barrage. Mais c'est déjà ça. L'argent sort tous les jours. Pour les jeux, oui. Football, c'est-à-dire que des gens créent leur club, les gens créent leur entreprise. Et puis vous venez dire à ces gens, nous on va payer vos salaires. Et entre-temps, vous n'avez pas d'argent. Entre-temps, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Jean-Jacques, il y a des sujets sur lesquels j'évite souvent de m'étaler parce qu'en fait, ça fait très mal. Je ressens quand vous regardez. Ça fait très mal. Oui. Donc, quand vous voulez dire, vous dites aux Camerounais, vous n'avez pas de l'eau. Les Camerounais vont dire oui. Et puis on vient vous expliquer. Et puis il y a des schémas. On vient vous dire par rapport à l'énergie. Non, on a créé la Sonatrel. La Sonatrel s'occupe, n'est-ce pas, de la du transport. Et puis on a EDC qui s'occupe de la production. Et puis on a Eneo qui s'occupe de la distribution. C'est-à-dire vous avez toujours des trucs là. Et puis après on cherche le coupable quelque part. Avec vous, ça ne va pas exister. On cherche le coupable quelque part. Et pourtant, le mécanisme que vous avez mis en place est faussé dès la base. Est un mécanisme qui permet à d'autres de s'enrichir véritablement. Vous avez tout. Jean-Jacques Zé, expliquez-moi pourquoi le sac de ciment ne coûte pas 1500 au Cameroun. Vous pouvez m'expliquer? Vous avez la pouzelante, qui est une des matières premières du ciment. Vous avez le clinker à Guidal. Expliquez-moi pourquoi le sac de ciment doit coûter plus de 4000. Dites aux Camerounais que si vous êtes... Mais c'est pour dire que vous avez des éléments. Mais comme vous avez décidé de tout donner aux étrangers, ce sont eux qui fixent le prix. Ce sont des exemples. Ce sont eux qui fixent le prix. Pourquoi la tôle, puisque nous avons la bauxite au Cameroun, pourquoi les tôles ne coûtent pas 500 francs? Parce que là encore, vous allez dire que vous n'avez pas les moyens d'exploiter votre bauxite, donc vous allez confier aux étrangers qui vont prendre, qui vont aller transformer, et puis après on va vous ramener ça, et puis. Jean-Jacques, la vie coûte cher au Cameroun parce que les Camerounais ont décidé de brader le pays. Le pays, d'accord. On prend quelques messages, quelques contributions des téléspectateurs qui nous regardent et qui sont bien nombreux. On vous remercie d'ailleurs. Demandez à M. Serge Espoir Matomba de nous citer
Un seul ministère ou un conseiller technique étranger a été nommé. Chancel depuis Odja n'a pas laissé passer cette question de conseiller technique étranger. Là, il demande s'il y a un seul ministère que vous pouvez citer. Monsieur Matomba, vous êtes un monsieur sage, courage, fiston. Il faut signer vos messages. Vous parlez là comme dans le cadre un peu familial. Bonsoir, ce monsieur parle de Donald Trump comme exemple, mais refuse la langue française. Qu'il fasse son débat dans sa langue un peu. Il est le fruit du système. Le Eblé Goudé est venu au Cameroun remercier. Bon, en tout cas, ça c'est votre considération là-bas. Remercier la fille d'un Camerounais. Bonsoir, monsieur le président Serge Espoir Matomba. J'aime votre façon de parler et j'aimerais que vous continuiez ainsi, conscientiser les Camerounais. Monsieur Rigobert Fokou, depuis Douala, ce n'est pas une question. Pour moi, le départ de son excellence, monsieur Paul Biya, ne devait pas être un débat, car tout, surtout, ne va dans ce pays. Il se sent comment lorsqu'il voit les autres pays, selon ce téléspectateur. Je signale que tout à l'heure, on va avoir le plaisir de recevoir une très belle dame qui viendra également vous poser 2 ou 3 questions. C'est important. Hein? Bonsoir à vous. Pourquoi Serge Espoir Matomba apparaît seulement lorsqu'il y a élection présidentielle? Depuis la dernière élection présidentielle 2018, on ne l'a plus vu nulle part. Vous avez répondu à cette question, peut-être qu'il n'a pas suivi. Mais Jean-Jacques, vous êtes journaliste, vous pouvez dire à ce téléspectateur que nous avons été présents. C'est pas parce qu'il ne nous voit pas sur tous les sujets, sur des débats, que nous ne sommes pas présents. Et puis, il faut dire au téléspectateur qui a posé la question, au ministère de la Défense, vous avez des conseillers techniques là-bas, qui sont des étrangers. Donc, je pense que très rapidement, je peux brosser ce sujet et on peut aller plus loin. C'est pour dire que, en fait, notre problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus profond. On essaie de le traiter de façon très légère. Quand on vous empêche de faire des investissements conséquents, quand on a pensé et même limité votre degré d'investissement et qu'on vous a dit, vous allez beaucoup plus vous plonger dans la dette, on rend votre économie dépendante. Vous savez, moi, j'ai grandi quand j'étais au lycée. D'ailleurs, je faisais remarquer à certains de mes camarades du lycée de Mbanga, si vous me permettez comme ça, il y a quelques jours, quand nous étions au lycée Jean-Jacques, nous étions encore très jeunes, vous savez, on s'appelait Zé, comme vous êtes Jean-Jacques Zé, oui. Moi Matomba, et Wonjo, Bango, Dikongé et autres. Bien d'autres noms, Indene et tout ça. Mais aujourd'hui, Boubou, on s'appelait par des noms, on ne connaissait même pas nos prénoms. Au fur et à mesure qu'on a évolué, c'est Jean-Jacques Zé, c'est Serge Espoir Matomba. En fait, on oublie même les noms. Vous voyez comment, au fur et à mesure, on a travaillé pour la destruction de notre identité. Et nous sommes entrés en plein dedans, en étant des complices. On ne s'est pas rendu compte de la métamorphose, comment on a transformé notre quotidien et même nos habitudes, y compris nos habitudes alimentaires. Malheureusement. Alors, on va prendre pas malheureusement, mais c'est un problème. Oui. Parce que ce sont des problèmes profonds qui, n'est-ce pas, ont complètement dénaturé ou changé, n'est-ce pas, le fonctionnement de nos pays. Et puis, je vais vous faire une petite révélation. Alors, on n'aura pas le temps de la révélation maintenant. Vous pouvez la garder juste après l'entrée de la belle dame. Il ne faut pas qu'on plaque les dames. On risque mal nous noter là-dessus. Nadia, je vais arriver d'un moment à l'autre, le temps d'une petite respiration.
Alors bonsoir Nadège, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Beaucoup d'espoir avec Serge Espoir Matomba. L'espoir. Bonsoir Serge Espoir Matomba. Bonsoir madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Comment vous appelez? Nadège Hugen. Hugen, c'est le nom. Hugen. Je préfère vous appeler Hugen. Hugen, c'est Oui. camerounais ça? C'est camerounais, purement. Ah bon? Bon, je vais éviter de demander camerounais d'où. Bonne année. Merci. Alors, dans cette rubrique, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Et apprécier certaines questions, répondre par oui ou non, et apprécier certaines questions. D'accord. Vous semblez déjà avoir un penchant pour le blanc. C'est quoi la raison? C'est une couleur que j'affectionne, que j'aime bien. J'aime bien, même si ça ne renvoie pas forcément à la pureté, j'aime bien me sentir, je vais utiliser un mot un peu compliqué, vierge. D'accord. Que pensez-vous de la gestion de Paul Biya à la tête du Cameroun depuis 42 ans? Je pense que Paul Biya a été un gestionnaire, un bon gestionnaire, mais pas pour les Camerounais. Pour ceux qui l'ont, n'est-ce pas, amené au pouvoir et qui ont tout fait pour qu'il reste au pouvoir. Vous savez, en politique, il n'existe pas de mauvais politiciens. Vous pouvez être bon pour un camp et mauvais pour un autre camp. Donc je pense que il n'a pas été ce gestionnaire qu'il fallait entretenir aussi longtemps pour les Camerounais. Mais, comme nous aimons le dire, chacun a eu son tour. Et nous croyons que il a fait son chemin. Et nous avons l'habitude de le dire. Nous ne sommes pas ceux qui allons courir derrière le président Paul Biya pour lui dire « Ah, monsieur le président, vous devriez, vous n'avez pas, voici, non. » Ce que nous allons faire, et ce que nous comptons faire, c'est de le préserver et de lui dire « Monsieur le président, regardez ce qui devait être fait. » Nous avons compris que vous aviez les bras attachés. Qu'est-ce qui fait problème? Nous ne sommes pas compromis. Nous n'avons pas les bras attachés. Nous sommes une génération qui a compris sa mission. Et notre mission, nous ne la trahirons pas. Donc, nous allons travailler pour les Camerounais, avec les Camerounais, pour le Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Que reprochez-vous au chef de l'État? Écoutez, est-ce que c'est un reproche proprement dit? Il faut dire que je comprends plutôt le chef de l'État, même si je ne le dédouane pas. Parce qu'il pouvait avoir un sursaut patriotique. Mais est-ce qu'il avait suffisamment d'armes pour que ce sursaut patriotique puisse primer? Ou alors, est-ce qu'autour de lui, il y a suffisamment de personnes qui pouvaient accompagner ce sursaut patriotique? Je crois que non. Mais je crois que notre génération, par contre, a le devoir de ne pas échouer et de ne pas retomber dans les mêmes travers. D'accord. Parce que notre génération est une génération non compromise. D'accord. Êtes-vous pour ou contre la double nationalité? Je pense, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'un problème est mal posé, on a forcément des mauvaises solutions. Je suis pour l'inaliénabilité de la nationalité camerounaise. C'est-à-dire que lorsque vous êtes Camerounais une fois, vous restez Camerounais pour toujours. Vous pouvez avoir 10 autres nationalités, ce n'est pas un problème. Parce que quand vous parlez double nationalité, quelqu'un qui aura donc 3 nationalités, vous allez appeler ça comment? Par contre, si nous disons que la nationalité camerounaise est inaliénable, parce que c'est ce qui est dans notre projet, ça veut dire que tout Camerounais qui aurait même 10 nationalités, ce n'est pas un problème pour nous. Vous comprenez? D'accord. En 2014, vous avez fait une grève de la faim pour dénoncer les conditions de vie des Camerounais. Non, les accords de partenariat économique. Alors, oh là là, si je sortais de cette émission, ça va revenir là-dessus. Monsieur Zé, Oui. En 2014, souvenez-vous bien, merci beaucoup madame, nous faisions une grève de la faim pour dénoncer, pour prier les parlementaires de ne pas ratifier les accords de partenariat économique. Et nous avons saisi le chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président, nous n'avons pas un tissu économique conséquent
pour ratifier ces accords. S'il vous plaît, ne le faites pas. Nous sommes prêts à payer le prix de nos vies. Mais les accords de partenariat économique, en fait, c'est quoi? Là, on revient encore dans la dépendance. Vous avez des gens qui s'asseyent là, à l'Union européenne, et puis ils disent, bon, le Cameroun est une bonne cible. Les produits que nous avons ici, il faudrait que nous les exportons vers le Cameroun. Et ils viennent s'arranger avec nos autorités pour que 80% des taxes, des produits que eux ils vont amener, ils ne payent pas 80% des taxes. Et ils vous disent, par conséquent, que non, vous savez, ces accords sont plus ou moins existent depuis toujours, puisque les produits camerounais ont la liberté d'entrer en Europe sans payer les taxes. Mais vous savez, les produits camerounais qui entrent en Europe sans payer les taxes, c'est lesquels? C'est les bananes que eux-mêmes cultivent. C'est-à-dire que eux, ils sont venus là. Ils ont créé leur structure, leur société, les grosses sociétés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les amènent chez eux. Ils prennent les produits, ils cultivent, ils ne payent pas les taxes, ils amènent chez eux. Ils prennent leurs produits, ils ramènent chez vous. Ils ne payent pas les taxes. Et puis vous êtes surpris. J'étais très amusé. Très amusé d'entendre quand nos spécialistes, le ministère de l'économie et des finances, dressaient un bilan négatif des accords de partenariat économique il y a quelque temps. Les économistes aujourd'hui nous disent qu'on perd des milliards, Jean-Jacques Zé, à cause de ces partenaires. Mais quand nous levions, c'était quoi? Quand nous demandions au chef de l'État de ne pas ratifier, là on parle de souveraineté. Absolument. Mais on ne nous a pas compris. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu nous ramasser militari de ce côté-là et nous amener, dit non, le chef de l'État a dit, il a compris et tout, il faut faire un mémo, il faut. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'accord. Quelle solution avez-vous pour sortir la crise du Nozo? Qu'est-ce que vous proposez pour une sortie définitive? Mais la crise du Nozo est dure parce que les gens veulent entretenir l'industrie de guerre. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui gagnent beaucoup avec cette instabilité-là. Nos frères, qui sont, entre parenthèses, dits anglophones, francophones, vraiment des jargons que je n'aime pas utiliser. Nos frères qui se retrouvent dans ces régions, qu'est-ce qu'ils demandent? Le bien-être. Qu'est-ce qu'ils demandent? Le bien-être. Au juste, qu'est-ce que chacun demande dans le Cameroun? Parce que les crises, il y en a un peu partout. Hein? C'est le bien-être. Certains vont vous dire, il y a un problème de répartition de quotas, il y a un problème de comment ils ont appelé ça, régionalisme et autres, tout un tas de trucs. Donc, nous sommes allés au grand dialogue. Nous avons fait des propositions qui ont été confinées dans des livres. Il y a la loi de la décentralisation qui est sortie. En décembre 2019, madame, nous sommes en 2025. Comment vous expliquer que la loi est sortie en 2019, jusqu'aujourd'hui on attend les décrets d'application? Certains pour la plupart. Et puis vous êtes surpris de vous dire que non, mais la décentralisation ne marche pas, mais est-ce qu'elle a été appliquée? Nous sommes bien partis. Elle peut changer quelque chose dans la crise, dans le Nozo, bien évidemment. Bien évidemment, si on donne véritablement le pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées, parce que c'est un pouvoir factice qui est donné, il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Si on donne véritablement le pouvoir comme il a été pensé et conçu, mais attention, des choses vont changer. Jean-Jacques Zé, je dis encore, ce problème avec nous n'existera plus parce que nous allons arriver au niveau où il n'y aura pas d'anglophone ni de francophone dans ce pays. D'accord. Parce que nous allons adopter une langue nationale qui sera une langue pour tous les Camerounais. Nous adopterons un même système juridique pour tous les Camerounais, un même système scolaire pour tous les Camerounais. Vous êtes dans un pays qui a deux. Héritage colonial. C'est trop grave. Et puis des gens se revendiquent dans une identité qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Et on se bat pour ça, on s'entretue. Mais qu'est-ce que vous pensez? Les autres, ils vont tout simplement alimenter cela. Parce que tant que vous êtes divisés, c'est bien pour eux. D'accord, c'est juste. Tant que vous souffrez, c'est bien pour eux. Pensez-vous être le candidat de l'opposition le mieux placé pour combattre le président sortant, Paul Biya? Écoutez, je ne sais pas trop ce que vous appelez opposition. Opposition, ce n'est pas un parti politique. D'abord, il faut dire que nous avons une ligne.
le plus important, comme je dis toujours, ce n'est pas de faire l'association des hommes. Parce que parmi ces hommes-là, il y a plusieurs qui pensent que les États-Unis, la France ou la Russie viendra mettre un président ici. Nous ne le pensons pas. Nous croyons que les Camerounais doivent élire un véritable président qui, lui, va travailler pour la véritable indépendance et le bien-être des Camerounais. Comment y parvenir? Donc, maintenant, comment y parvenir? C'est un candidat solitaire ou candidat d'une unité de l'opposition? Écoutez, en candidat solitaire, rien ne vous empêche de gagner l'élection. Mais alors, en candidat aussi d'une coalition, rien ne vous empêche aussi de gagner l'élection. Donc, c'est pour dire que, rassurez-vous, nous sommes en train de travailler avec plusieurs partis politiques qui sont plus ou moins, qui ont le même regard que nous. Parce qu'il faut faire très attention. Les gens aiment dire, ah, mettez-vous ensemble, mettez-vous, mais dans le mettez ensemble, vous avez des gens qui font appel à l'étranger pour venir les aider à arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas partisans de ce type d'alliance. Nous aimons le pays. Nous voulons voir M. Biya et sa bande de partis du pouvoir, mais ce n'est pas pour autant que nous allons inviter l'étranger de venir nous aider à faire partie de M. Biya. Nous avons les moyens de le faire. Alors, et encore, il faudrait que nous puissions réussir l'exploit. Et ça, c'est le message que j'envoie, n'est-ce pas, aux partis politiques, de nous rassembler conformément à nos idéologies. Parce que vous allez prendre des partis, il y a des partis qui sont dans l'opposition, mais qui ont la même pensée que le RDPC. Qui pensent que le Cameroun doit changer juste parce qu'il faut changer les hommes. Les hommes. Alors, actuellement, il y a quand même des coalitions qui sont plus ou moins organisées. Vous avez l'ATP, Alliance pour une transition pacifique. Vous avez l'APC, Alliance pour le changement, qui sont les coalitions les plus citées. L'ATP parle également de refondation. Vous ne vous sentez pas proche de cette mobilisation-là? J'attends toujours de bien lire les textes, n'est-ce pas, de ces différentes coalitions que je n'ai pas encore eu, que je n'ai pas lu. Donc nous, on n'est pas dans une... Ce n'est pas un refus de... Non, il faut dire que d'abord, nous ne sommes pas dans une aventure solitaire. Nous ne sommes même pas dans une aventure. Ça, il faut le dire. Et je vous l'ai dit, Jean-Jacques, nous travaillons avec plusieurs formations politiques. Au moment venu, vous les verrez. Donc nous ne disons pas que non, nous allons dans une bataille où nous nous croyons trop fort. Nous nous croyons trop fort. Écoutez, déjà, vous n'êtes pas sûr que ceux que vous appelez coalitions sont des coalitions. C'est pas parce que des gens s'asseyent et décident de faire un truc avec un nom et tout que vous allez appeler ça coalition. Qu'est-ce qu'on met dans une coalition? Ce n'est pas déjà cette attitude-là qui n'amène pas l'opposition à se mettre ensemble? Écoutez, on doit se mettre ensemble par rapport à un projet commun. Vous pouvez le bâtir. Le projet commun, c'est lequel? Vous pouvez commencer par le bâtir en vous mettant ensemble. C'est ça qui manque généralement. C'est que quand vous arrivez sur une table, des gens vous disent, suivez-moi. Voici ce que je pense. Et déjà, Jean-Jacques, il faut noter qu'il n'est pas aussi difficile de comprendre la logique de fonctionnement de certains partis ou alors de certains acteurs politiques. Il n'est pas difficile. Il ne faut pas croire qu'on doit faire de la magie. Vous les suivez au quotidien, vous les écoutez, vous lisez leurs publications et vous savez que là, c'est leur ligne. Mais on aurait souhaité, Serge Espoir Matomba, vous voir, j'allais dire, proche ou partager des débats avec Maurice Kamto, avec Cabral Libi, tel qu'on vous a vu avec Charles Blé Goudé. Écoutez, je discute avec tout ce monde, Kamto, Cabral Libi, mais si vous me demandez de quelle formation politique je suis idéologiquement plus proche, je vous dirais l'UPC. Ce qui n'est pas faux. Vous discutez avec eux sans les accompagner. Dans le combat du MRC, par exemple, aujourd'hui, et là je vais lire la question de Bastien, depuis la Russie. Je lis particulièrement cette question parce qu'il nous suit de très loin là-bas. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, demandez à M. Matomba si son parti et lui ne se sentent pas concernés du recours posé au Conseil constitutionnel par le MRC pour la publication de la liste électorale nationale. Écoutez, c'est une exigence de la loi et nous faisons ce qu'il y a à faire pour que ces listes soient publiées. Maintenant, il faut noter que ce n'est pas parce qu'au moment où quelqu'un décide de mener son action, ça ne rentre forcément pas dans notre agenda en ce moment-là.
Jean-Jacques mais le fond, la question est Jean-Jacques fondamentale quand même. la question, nous la traitons. Déjà, nationale. la question, nous la traitons. Oui. Nous ne faisons peut-être pas de la politique événementielle, mais la question, nous la traitons. Ce n'est pas pour rien que vous voyez qu'à chaque convocation d'une concertation avec Elecam, nous sommes conviés. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous sommes derrière Elecam, je vous dirais, minute après minute. Nous ne lâchons rien. Alors, rien du tout. Alors, Serge Espoir Matomba, la redevance audiovisuelle, fruit des efforts des Camerounais, n'est réservée qu'aux médias d'État. Comment réagissez-vous à la situation? Vous avez plusieurs problèmes comme cela qui sont des problèmes, en fait, qu'il faut éviter de traiter à la périphérie. On a créé une sorte de dépendance, si vous voulez, de plusieurs corps de métier. Quand on prend la redevance audiovisuelle et on la confie tout simplement aux médias publics, c'est fait à dessein. Bon, les autres médias, on suppose que c'est des médias privés et que les promoteurs de ces médias doivent se débrouiller. Pourtant, ils font le même service. Pourtant, ils font peut-être le même service, mais encore là, un service qui n'est pas très orienté, parce qu'il faut le dire. Mais ce sont des réalités qui sont des réalités d'asservissement. Si vous êtes aujourd'hui élu, est-ce que quelque chose va changer? Bien évidemment, on sortira de cette redevance. Je vais même d'abord vous faire ouvrir davantage. Non, dès que je suis élu, je ferme d'abord tous les médias, y compris le mien. Vous voyez que vous avez comment? Vous allez reprendre les tam-tams et les tambours. Non, y compris le mien. C'est-à-dire je les ferme pour au moins 6 mois. Parce que voyez-vous, les médias, bien qu'ils soient des forces, sont aussi des faiblesses dans une nation. Faut pas croire. Une nation ne peut pas se permettre de tout avoir. C'est-à-dire que vous avez un pays dans lequel vous ne contrôlez rien. Aujourd'hui, dans vos ménages, Jean-Jacques Zé, madame, vous avez la possibilité d'avoir 1000 chaînes de télévision. Le régulateur, l'État, ne sait pas ce que vous regardez chez vous. Ne sait pas ce que vos enfants regardent. Les télévisions privées produisent des contenus. Dans un pays normal, je suis désolé de le dire, tout est contrôlé. Il faut contrôler. On est d'accord là-dessus, mais je suppose que la question... Non, laissez-moi finir. C'est vous qui m'avez relancé. C'est vous qui m'avez relancé, mais je reviens. Si vous êtes sur la redevance audiovisuelle. Non, elle sera bien évidemment bien gérée. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, ce que je veux dire, laissez-moi finir. Vous voyez que la question nous intéresse. Laissez-moi poursuivre. C'est pour dire que, en fait, nous ne pouvons pas, pour un pays que nous voulons construire et dont nous pensons qu'il y a un grand problème de mentalité à résoudre, dont il faut redresser véritablement, laisser libre cours à tout un chacun de faire comme il veut. Au nom de la tolérance administrative, qui est un autre gros piège national. Donc, madame, rassurez-vous, la redevance audiovisuelle sera mieux repensée. Et si vous étiez président justement de la République, qu'est-ce que vous mettiez dans votre politique de santé et sport pour sortir? Quand je serai président de la République. D'abord, nous avons une politique de sport beaucoup plus élargie. J'ai cité un exemple ici. Je vais prendre un très rapidement parce qu'on a plusieurs sports au Cameroun. Le football n'est pas l'unique sport, même si c'est ce qui est qualifié comme sport roi. Il faut encadrer toutes les disciplines, mais il faut bien évidemment définir pour chaque domaine, n'est-ce pas, les disciplines. Je vais pour prendre un exemple très rapide pour que les gens comprennent, ce que nous allons faire par exemple en ce qui concerne le football. Un club qui n'a pas de stade pour lui-même, d'entraînement et de stade pour recevoir un autre club, ne doit pas exister en tant que club. Un club qui n'a pas la possibilité de payer ses propres joueurs, c'est pas à l'État que revient cette charge-là. C'est-à-dire qu'on est dans une blague continuelle. C'est pas à l'État. L'État n'a pas l'obligation d'avoir 10 stades dans un pays. Les clubs sont des entreprises. Ce sont des associations. C'est pour dire qu'en réalité, si vous ne pensez pas avoir les moyens d'avoir un club, il ne faut pas vous... Vous vous engagez pas.
On le fait pas par plaisir. On va libérer Madame. Maintenant, sur le plan de la santé, vous savez, il y a des mots très beaux qu'on nous a ramenés, hôpital de référence. Vous savez, ça c'est... Mais ce qui est encore curieux, nous avons dit, et nous l'avons mieux développé dans le projet, quand on a dit que dans chaque département, on aura un hôpital qui pourra couvrir tout type de maladies. Et puis dans les arrondissements, on aura des centres qui vont aussi... parce que nous devons arriver au niveau où les Camerounais n'ont pas besoin de payer pour se soigner. On a un pays trop riche. Trop riche. Bon, je ne suis pas trop sur la couverture santé universelle qui nous est présentée là, mais je peux vous garantir une chose, c'est que quand je serai président, je l'ai d'ailleurs dit en 2018, mes ministres là, y compris moi-même, nous n'allons pas aller nous soigner dehors, c'est dont nous allons améliorer le plateau technique de telle sorte que nous soyons capables nous-mêmes de nous soigner localement comme tous les autres Camerounais et que la santé soit beaucoup plus proche des Camerounais et que les Camerounais ne payent pas cher, ne payent pratiquement pas pour se soigner. D'accord, on libère Madame. Merci d'être venue si tard, échanger avec Serge Espoir Matomba sur ces questions précises. On dit merci, on prend une respiration. Alors la dernière partie de notre programme à vous la parole, c'est lui, Serge Espoir Matomba qui a la parole ce soir. Et monsieur Matomba, tu dois être président et tu le mérites. Dieu donné d'un Sam qui le dit. Jean-Jacques, sur la question du choix d'une langue nationale, nous avons eu au Zaïre un cas probant. Il y avait plus de 500 langues au Zaïre et le président 5 langues les plus parlées au pays, la plus importante, le Lingala, qui est devenue la langue nationale, pour dire que, accompagner ce que vous avez proposé tantôt. Belle émission. Enfin, je trouve parmi les candidats à la magistrature suprême un panafricaniste. Merci, Serge Espoir Matomba. Abimité. Vous savez ce que ça veut dire. Et vraiment, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais monsieur, ce n'est pas un politicien de bien parler comme ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Écrivez facilement pour qu'on vous comprenne. La priorité, il faut qu'il libère le pays. Là, il s'adresse au président Paul Biya. Je pense que la priorité, c'est la coalition entre les partis d'opposition. Hassan depuis Berthois, qui pense que ça devrait passer par la coalition. Bonsoir sur le plateau, très belle émission. Nous, le peuple en souffrance, on a toujours été dupés par la politique de notre pays. Pensez-vous que même si un autre parti politique entre en possession est-ce qu'il y aura changement? Attention, le peuple camerounais risque de se révolter. Cyril, je veux causer avec monsieur Espoir. Posez la question. Monsieur Richard Zé, ceinture noire, deuxième dame de taille Kondovia et Bolova. C'est quoi cette adresse assez compliquée? Ça nous avance en quoi? Alors, on va prendre ces dernières minutes-là pour qu'on se comprenne bien dans votre politique de souveraineté. Vous avez évoqué l'agriculture et toutes les questions possibles, mais vous voyez que les Camerounais interrogent toujours l'aspect de la coalition qui paraît être la grosse faiblesse de l'opposition. Jean-Jacques Zé, si vous entretenez aussi ce discours de coalition permanent, les Camerounais vont s'éloigner de ce qu'il faut pour le Cameroun. D'accord. Vous savez, parce qu'il ne faut pas rester sur des questions périphériques en ce qui concerne le Cameroun. Le problème du Cameroun, comme je l'ai dit, il est tellement grave que même ceux qu'on appelle à former une coalition, pour la plupart, ce sont comment je vais dire, ce sont des hommes qui viennent du parti au pouvoir. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont partis de l'UNC, du RDPC, et puis de d'autres formations politiques, avant d'atterrir dans plusieurs formations politiques. Mais le problème n'est pas trop qu'ils viennent des formations politiques. C'est pas là le problème, parce qu'ils peuvent même venir de là et être des nationalistes engagés. Le problème, c'est qu'est-ce que nous voulons faire du Cameroun? Parce qu'on peut remplacer M. Biya
par quelqu'un qui lui fera pire, qui a déjà bradé le Cameroun, qui a déjà signé des contrats avec je ne sais qui, pour je ne sais quoi, et que la situation puisse plutôt aller de mal en pire, même si d'autres pensent qu'on ne pourra pas voir pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'il faille absolument parler des problèmes du Cameroun et voir, n'est-ce pas, l'alternance au pouvoir en termes uniquement de coalition. Qu'est-ce que nous voulons faire du pays? Le voulons-nous pour les Camerounais? Si nous le voulons pour les Camerounais, alors j'invite tous les Camerounais à commencer à se poser des véritables questions. Pourquoi est-ce que nous avons continuellement des problèmes d'eau? Vous allez vous rendre compte que c'est là encore un problème de souveraineté. Pourquoi nous avons des problèmes d'énergie? Vous allez vous rendre compte que c'est encore un problème de souveraineté. Pourquoi nous avons des problèmes même du bien-être au Cameroun? Vous allez vous rendre compte. Bon, maintenant, combien de partis politiques ou de candidats ont compris où se trouve le problème du Cameroun? Est-ce que les gens ne veulent juste pas arriver au fauteuil présidentiel, bon, pour certains comme première fonction dans la vie, ou alors, et puis découvrir quoi faire? Parce que là, c'est plus dangereux. Arriver au pouvoir et commencer à se dire, vous savez, après un an, il fallait que je prenne d'abord la maîtrise, que je commence à comprendre comment ça se passe et autres. C'est des expériences que je vis parce que je suis un élu. Oui. Et j'ai plusieurs fois entendu certains élus dire, bon, vous savez, à la 3e année de mandat, quelqu'un dit, vous savez, on venait d'arriver, donc il fallait qu'on comprenne d'abord les mécanismes. Non. Quand on va, on sait exactement ce qu'on a à faire dès le premier jour. C'est pour cette raison que je le dis, si je suis investi le 12 avril par mon parti, j'aimerais être jugé sur mes 100 premiers jours, à arriver au palais. Les 100 premiers jours, parce que ces 100 premiers jours seront déterminants pour la suite. Parce que tout a déjà été pensé. C'est pour cette raison que nous disons, Jean-Jacques, si on continue à rester dans des débats de personnes, tel à voler, je voyais le rapport de la CONAC qui parle de perte de 100 milliards par an à cause de la corruption. On va commencer à regarder des problèmes qui ont été bien pensés et entretenus et qui sont même devenus institutionnalisés. On va vous demander, oui, quel est le mécanisme pour lutter? Nous avons dit, nous allons transformer la chambre de compte en cour de compte. Nous allons doter, n'est-ce pas, une institution comme la CONAC, dissoudre les autres, de pouvoir d'ester en justice. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez des institutions, elles sont nombreuses, qui luttent contre la corruption, mais aucune n'a le pouvoir de poursuivre quelqu'un en justice. Dès qu'elles finissent de faire les constats, elles renvoient sur la table du chef de l'État. En fait, c'est pour vous dire que, et là encore, il est le seul décideur. Il peut décider, je poursuis tel, je ne poursuis pas tel. C'est lui qui détient l'opportunité, n'est-ce pas, de poursuite. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, quand vous regardez dans le fond, vous allez vous rendre compte que non, mais en fait, on ne combat pas la corruption. On essaie de tenir les gens par la corruption. On vous laisse voler, on vous voit voler, et on laisse planer sur votre tête du sort d'épée de Damoclès qui permettent que vous soyez malléable et manipulable. Obligé de faire uniquement ce qu'on vous demande de faire. Alors, la coalition pose plus de questions que des réponses. L'autre problème soulevé vis-à-vis de l'opposition, c'est le nombre de candidats. Je n'ai pas dit que je suis contre la coalition. Il faut qu'on se comprenne, Jean-Jacques. On n'a pas dit que vous êtes contre. C'est parce ça pose beaucoup de questions. Je dis, il faudrait que les Camerounais commencent à se poser des véritables questions et ne se renferment pas autour des mots coalition pour croire que seule la coalition est le chemin pour arriver au changement. D'accord. On a vu des pays où il y a eu 20 candidats. Et dans les 20 candidats, il y avait peut-être 5 coalitions. Et un candidat est sorti, il a battu toutes les coalitions, y compris le parti au pouvoir. On a vu des pays où il y a eu 15 candidats. Un a gagné tous les autres candidats, y compris le parti au pouvoir. Donc, c'est pour dire que le discours selon lequel, non, coalition absolue, absolument, et puis pour dire aux Camerounais, non, s'ils ne font pas la coalition, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Non, ça n'existe pas. Il suffit que les Camerounais commencent à croire que c'est possible, mise sur un projet, mise sur un candidat, et vous verrez les résultats. Le pouvoir basculera obligatoirement. Alors, est-ce que Serge Espoir Matomba est de ceux-là qui ont dit
merci à certains évêques qui ont pris la parole et parfois certaines positions dernièrement contre, entre guillemets, le régime en place. C'est un coup de main pour vous, non? Non, je pense que les évêques, comme tout Camerounais, ont la liberté de s'exprimer sur des questions, n'est-ce pas, des questions d'ordre national. Vous savez, Jean-Jacques, tout le monde n'a pas l'opportunité de s'exprimer. Nous qui sommes sur le terrain, nous écoutons les Camerounais beaucoup. Nous échangeons avec eux. Et je peux vous garantir que si vous tendez votre micro à la plupart des Camerounais, vous croirez que le pays est en ébullition. Je peux vous le garantir. Donc, il arrive à un moment où ces évêques même ont la pression de leurs fidèles. Les pasteurs ont la pression de leurs fidèles. Les imams ont la pression de leurs fidèles. Mais vous pensez qu'un fidèle continuera à croire ou à écouter votre messe s'il se rend compte que vous n'êtes pas préoccupé par ces problèmes? Parce qu'en réalité, quand ils vont là, c'est parce qu'ils estiment que dans la messe, dans la mosquée, on trouve des solutions à nos problèmes. On trouve du réconfort à nos problèmes. Mais si ils se rendent compte, les fidèles, que vous n'êtes pas préoccupés par leurs problèmes, qu'est-ce que vous pensez? Ils partiront forcément de là. Mais vous en donnez donc un sacré coup de main quand même. Non, je ne pense pas que... si vous appelez ça coup de main, c'est comme si eux ne sont pas des Camerounais. Ceux-là. Ce ne sont pas des étrangers qui ont parlé. Ce sont des Camerounais qui occupent des responsabilités de grande mobilisation. Jean-Jacques Zé, ils vous ont facilité un peu votre le travail que nous faisons sur le terrain, depuis un moment, a suscité un grand éveil. Quand j'ai vu des gens l'an dernier commencer à dire « Oh, on ne comprend pas pourquoi les Camerounais se bousculent vers les bureaux, les inscriptions, les bureaux de l'ECAM pour s'inscrire, autres. » Je me suis mis à rire, j'ai dit « Vous allez comprendre un jour. On a une masse critique qui évolue de plus en plus. Et les Camerounais aujourd'hui n'ont plus peur. Ils sont en train de dépasser l'étape du doute. Et quand cette étape de peur et du doute sera complètement dépassée, les Camerounais feront, parce que nous sommes dans un pays démocratique, ce qu'ils ont à faire par les voies des urnes. D'accord, c'est avec cela qu'on va mettre fin à ce programme. Cet appel lancé aux Camerounais, la voie des urnes est la voie sûre. Nous sommes encore pour l'instant dans un pays démocratique, donc c'est la voie des urnes qui est la voie la plus sûre en attendant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'inscrire. On vous attend, Monsieur le Président, ce premier secrétaire, après le congrès, si vous êtes investi, peut-être qu'on vous recevra encore sur ce plateau avec votre programme de campagne et vos projets concrets que vous présenterez sur le terrain, par lesquels vous avez commencé aujourd'hui à présenter le grand ensemble. Peut-être qu'on aura la chance de vous avoir encore pour les détails. Bien évidemment, si vous me sollicitez, il est évident que je répondrai présent. Mais si vous faites comme... Non, on vous recevra. Et on est prêt à recevoir tous les autres. Vendredi prochain, on recevra certainement quelqu'un qui a une autre vision de la politique et des affaires dans notre pays. Il faut dire qu'à vous la parole ne concerne pas que les hommes politiques, même les opérateurs économiques peuvent également venir élaborer et construire avec nous, présenter leur vision, leurs ambitions sur ce plateau. Et sur ce, on vous dit merci. On dit merci également à tous ceux qui ont regardé. Très bonne soirée sur Info TV.